Bienvenue au balado L'investisseur transformé. Avez-vous l'impression qu'il y a trop d'options et d'opinions vous disant comment investir et planifier votre avenir financier? Grâce à son approche simple et directe, l'animateur Ruben Antoine de la firme Toulette Matthews et Associés vous guide à travers la complexité de l'industrie financière. Les sujets abordés dans ce balado vont transformer votre expérience d'investissement et augmenter vos chances de devenir libre financièrement pour toujours. Bonne écoute! Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast L'Investisseur transformé avec moi-même, Ruben Antoine, votre animateur. Étant un podcast, un balado sur les finances personnelles, je me dois de vous rappeler qu'on est très proche de la date limite pour faire votre cotisation de REER. Assurez-vous de le faire avant le 2 mars prochain. Et en parlant de REER, on va parler aujourd'hui de finances personnelles. Je reçois Youssef Guelache, qui est l'un des vulgarisateurs en finances personnelles les plus connus au Québec. Youssef y a apparu régulièrement dans les médias québécois comme expert en finances personnelles, notamment à Radio-Canada, à la presse, les affaires, TVA Nouvelles, l'actualité, 98.5 et j'en passe. Donc, on est très content de l'avoir avec nous aujourd'hui. Il est aussi celui qui a créé le groupe Facebook qui s'appelle L'argent ne dort jamais, qui est la plus grande communauté de finances au Québec avec plus de 160 000 membres. Et récemment, il a lancé la plateforme EducFinance pour contribuer à l'éducation financière, en fait, de la population québécoise. Donc, sa mission, c'est vraiment de nous aider, nous tous, d'aider les Québécois à devenir plus autonomes, avoir plus de littératie financière et être mieux outillés dans la gestion de leurs finances et leurs investissements. Aujourd'hui, on va parler de finances personnelles en général. On va aborder REER ou CELI, immobilier ou bourse, les erreurs à éviter, mais aussi c'est quoi les quelques étapes concrètes qu'on peut commencer à faire pour prendre en main nos finances, en espérant que 2026, après avoir écouté ce podcast-là, va être l'année où on va sentir vraiment qu'on est en contrôle de nos finances et on progresse dans la bonne direction vers la liberté financière à long terme. Donc, je vous souhaite une bonne écoute et à la prochaine. Bonjour Youssef, bienvenue sur le podcast L'Investisseur transformé. Bonjour Ruben, merci pour l'invitation. Donc Youssef, on va commencer par faire connaissance. Ma première question, j'aimerais que tu nous parles un peu de toi, que tu nous racontes ton parcours. Qui est Youssef? C'est la partie que moi je déteste faire dans les podcasts, là. C'est pour faire la version simple, pour pas trop ennuyer les gens. Moi, j'ai étudié dans le domaine de la finance et de la comptabilité. J'ai travaillé pendant 3 ans dans une banque comme conseiller banquier personnel. Là, j'ai eu plusieurs postes. Après, j'ai décidé, concours de circonstances, c'était pas prévu. J'avais l'intention, un peu comme toi, de faire le CFA, d'aller dans la gestion de portefeuille. Je me voyais déjà à Wall Street et compagnie, là. Finalement, j'ai eu l'opportunité de donner des cours dans un cégep. Au départ, c'était des cours de soir. Après, c'était des cours de jour. Après, c'était des charges ponctuelles. Et finalement, on m'a offert un poste temps plein, permanence, etc. au Collège Montmorency. Et j'ai vraiment décidé de changer complètement de carrière, vraiment d'aller dans l'éducation. Puis ça me parlait beaucoup plus. Et je pouvais éduquer les gens sur un domaine qui m'intéressait beaucoup plus aussi, qui était la finance. Donc voilà, donc finalement, j'ai enseigné pendant 15 ans dans le domaine collégial. Et puis après, j'ai décidé de créer mes propres projets parce que dans le domaine de l'éducation, veut pas, tu vois un certain nombre limité de personnes. Donc, tu éduques des jeunes. C'est pas tous les jeunes non plus qui sont motivés en classe, qui sont passionnés comme peut l'être un prof. Donc, surtout avec les années, les nouvelles générations sont encore moins d'attention, disons, en classe, là. Ça prend beaucoup plus d'énergie pour les intéresser, etc. En parallèle, donc, j'ai commencé à lancer des projets pour, au contraire, éduquer la population générale parce que un des constats que j'ai fait, c'est qu'il manque d'éducation financière au Québec. Puis, il y a plusieurs années, c'était encore pire. Définitivement. Mais là, maintenant, avec des initiatives comme toi, comme moi et d'autres personnes au Québec, comme Pierre-Yves McSween et plein d'autres personnes qui ont un peu plus démocratisé, disons, les finances au Québec. Donc, plusieurs personnes, justement, qui ont à cœur de vouloir informer, éduquer, parce qu'on a une expertise, veut pas, mais cette expertise-là, contrairement à beaucoup de domaines, elle s'applique vraiment à tout le monde, là. Tout le monde a besoin de savoir comment gérer leur argent. Ouais. Tout le monde doit au moins avoir les connaissances des bases. Donc, c'est un peu comme écrire, marcher, courir. On devrait au moins avoir les bases pour être capable de gérer comme il faut ses finances. Donc là, Youssef, bancaire, tu es devenu prof. Je pense que ça, c'est quand même un bon duo pour être un bon vulgarisateur. Donc, je pense que tu es vraiment la bonne personne à avoir sur le podcast aujourd'hui. Mais c'est à quel moment, parce que tu es aussi, tu me diras si je me trompe,
l'initiateur du groupe Facebook qui s'appelle L'argent ne dort jamais, qui est devenu une immense communauté. Ça s'est passé à quel moment de ton cheminement? Puis aussi, j'aimerais que tu nous dises comment tu expliques tout cet engouement-là pour cette page Facebook-là ou ce groupe Facebook-là. Ouais, ben en fait, c'était un moment, c'était en 2019, et en fait, j'avais décidé de créer le groupe parce que j'avais une page précédemment, et j'avais lu comme quoi Facebook changeait son algorithme et que avec le nouveau fonctionnement, les pages allaient avoir moins de visibilité. Et j'avais lu que c'était suggéré que c'était préférable d'avoir un groupe Facebook parce que Ah, je comprends, OK. Facebook allait mieux donner plus de visibilité à des communautés. C'était un peu l'objectif de Facebook, c'est faire en sorte que les gens restent plus longtemps en fait sur l'application, notamment grâce au groupe. Donc j'ai lancé le groupe et le timing était bon parce que je l'ai lancé en 2019. Bon, c'était surtout moi qui publiais, je répondais à toutes les questions. Quand je te dis j'étais actif, là, j'ai mis vraiment beaucoup de temps. Puis c'était bien parce qu'il y avait un besoin. Au départ, c'était vraiment mon entourage. Puis là, les gens se rajoutaient un petit à petit. Puis là où il y a eu un déclic, c'était vraiment la COVID, parce que là, les gens s'intéressaient de plus en plus aux finances et j'avais commencé aussi à faire des vidéos sur la PCU, sur tous les programmes que les gouvernements avaient mis en place. Donc là, il y a vraiment une vague de gens qui sont venus pour soit se renseigner sur ça, soit parce qu'ils avaient de l'argent, puis on était en confinement, donc là, les gens voulaient apprendre à investir aussi, parce que là, ils avaient de l'épargne. Puis là, c'était les plateformes de courtage qui devenaient de plus en plus populaires. Donc, Exact. c'est vraiment le contexte ou le timing faisait en sorte que les gens s'intéressaient de plus en plus au sujet, commençaient à avoir de plus en plus de livres aussi sur les finances personnelles au Québec. Donc là, il y a vraiment eu un engouement. Puis maintenant, je promouvois même plus le groupe parce que on est rendu à plus de 160 000 personnes et Wow. vraiment quotidiennement, les gens, soit ils nous découvrent, soit ils entendent parler, soit des gens qui invitent leur entourage. C'est les deux contextes qui expliquent l'engouement. C'est un, l'envie pour certains parce qu'ils avaient une situation précaire, ils ont perdu un emploi, fait que c'était l'envie de trouver des solutions. Puis deux, je te dirais que c'est ça qui a fait en sorte que le groupe a continué à être populaire. C'est surtout aussi l'engouement pour l'investissement autonome, la gestion des finances personnelles des gens. Les gens s'intéressent de plus en plus au sujet, là. Vraiment intéressant. Puis là, récemment, tu as lancé Éduc Finance. Peux-tu m'en dire un peu plus? C'est quoi qui t'a motivé à lancer Éduc Finance? Puis c'est quoi, en fait? Dans mon parcours, comme je disais tout à l'heure, c'était pas prévu, que j'aille dans le domaine de l'éducation, puis c'était pas non plus prévu que je sois entrepreneur. Ouais. Donc c'est venu, moi les trucs viennent un peu par circonstance ou à force de faire les choses. Et Éduc Finance, en fait, c'était un projet qui est né parce que le premier conseil qu'on donne aux gens, puis d'ailleurs, ça va être un des conseils qu'on va donner aujourd'hui, c'est quand les gens veulent prendre en main leurs finances, puis probablement toi aussi tu donnes le même conseil, on va dire va faire un budget. Ouais. La première étape, c'est va faire un budget. Et je trouvais qu'il n'y avait pas d'outils. Tu sais, il y a des gabarits un peu à droite à gauche avec Excel, t'en as sur le site du gouvernement, mais vraiment pas de produits simples à utiliser qui donnent envie en fait aux gens de faire leur budget. Parce que les gens, on va se le dire, le mot budget, là, ça Tout de crée suite, des on démangeaisons, l'éteint. là. Voilà. Les gens veulent pas. Exact. Ça Et si en plus ça l'outil sonne est compliqué, effort, sacrifice. voilà. Exact. Ouais. Exact. Et si en plus l'outil est pas simple et agréable à utiliser, tu viens de perdre vraiment une Exact. grosse portion. Donc là, l'idée c'était ça. Et moi, j'avais un ami qui est développeur informatique là. Donc je lui ai lancé le projet de créer une application en fait de budget. Et Éduc Finance est né de ça, de ce projet-là. Donc pendant plusieurs années, on a développé une application. Au départ, c'était une version web. Après ça, c'est devenu une version mobile. Puis maintenant, c'est une version qui est accessible là, sur Apple Store, Google Play, OK. etc. Version gratuite, donc les gens peuvent le télécharger. Fait que je suis content de dire que j'offre un outil gratuit de gestion budgétaire parce que le projet Éduc Finance est né de ça. Sur l'Apple Store, on doit chercher, l'app s'appelle Éduc Finance. OK. Ouais. OK. Et en parallèle de ça, vu que les gens, comme je te disais, s'intéressaient à l'investissement autonome, de plus en plus de gens, en fait, m'écrivaient aussi parce qu'ils voulaient se former. J'ai réalisé aussi qu'il n'y avait pas de bonne formation qui existait sur le sujet. Et comme tu as dit tout à l'heure, une des compétences que j'ai développées, c'est la pédagogie. À force d'enseigner, donner des conférences en entreprise, etc. Pendant la COVID, encore une fois, je me suis assis et j'ai créé en fait un programme pour les gens qui veulent investir dans leur éducation financière, qui sont prêts à mettre du temps, mettre de l'argent, etc. Puis je peux les accompagner en fait durant 5 semaines. C'est un programme que j'ai lancé là, qui s'appelle En route. Et vraiment, j'ai accompagné déjà plus de 800 personnes là. OK, wow. Puis les gens qui font la formation, c'est vraiment des gens qui sont motivés puis qui ont des résultats concrets. Fait qu'à la base, Éduc Finance, c'était un outil.
qui a diversifié. Donc, on a un produit et un service. Donc, on offre les deux. Le produit, c'est l'application gratuite, puis le service, c'est la formation. OK, OK. Et si je regarde un peu tout ton cheminement, ton parcours et les différents projets dans lesquels tu t'es lancé, on Ouais. regarde quand tu étais prof, tu avais devant toi des élèves avec la page Facebook, le groupe Facebook, si je peux dire. Tu as eu accès Hmm. à quasiment le Québec ou une grande partie de la population, 160 000 personnes. Maintenant, Éduc-Finance. Donc, tu as travaillé quand même avec beaucoup de personnes de près et de loin. C'est quoi les lacunes ou les erreurs fréquentes que tu as observées dans tes échanges avec le monde? Si on dit les Québécois là, en Hmm. général, en matière de Ouais. finances personnelles, tu dirais c'est quoi les erreurs fréquentes? Ben, d'abord, il y a une erreur et une lacune fréquente, mais elle s'applique à plein de sphères de notre vie, c'est que les gens vont procrastiner. Ah ben oui. Surtout dans le domaine de la finance. C'est qu'ils vont Ouais. reporter à plus tard, c'est pas un sujet qui les passionne. Tu sais, je fais souvent le parallèle avec le sport, avec la santé, avec la nourriture. Mhm. Ben, souvent, on est motivé, mais on va pas mettre l'énergie ou les efforts pour. Donc, surtout les finances, je te dirais, les gens vont vraiment procrastiner parce que ça les passionne pas. C'est un sujet Mhm. tabou, on veut pas trop en parler. Puis, quand on est à la maison, ben, on n'a pas envie forcément de faire un budget, d'appeler, de gérer en fait son argent ou de prendre le temps finalement de gérer son argent ou de s'éduquer, etc. Fait que je te dirais ça, c'est le numéro un. L'autre lacune, ben, on vit en Amérique du Nord, donc c'est sûr qu'on est dans une société de consommation. Fait que beaucoup de gens, je dirais, utilisent mal le crédit ou justement font pas attention à leurs dépenses. Puis Mhm. malheureusement, lorsqu'on n'est pas en contrôle de son argent, c'est le même principe, comme j'ai dit, dans plein de sphères de notre vie, quand on n'est pas en contrôle de quelque chose, ben, au final, on vit les conséquences que ça peut nous amener. Puis au final, ben, ça peut amener les gens à l'endettement. Puis on connaît les statistiques, le taux d'endettement qui bat tout le temps des records, avec un contexte économique où il y a de l'inflation, où il y a du chômage, etc. Ben, si on ne prend pas le contrôle de cette sphère de notre vie, ben, malheureusement, ben, on devient un petit peu victime de ça, dans le sens où ben, si on a du crédit, ben, on nous charge des intérêts, puis on peut facilement tomber en fait dans le cercle vicieux là, de l'endettement. Donc je te dirais ça, c'est une des lacunes des gens. Puis quand on est pris là-dedans, on a encore moins envie de s'intéresser aux finances. Fait que là, le premier point est encore, on va encore plus Exact. procrastiner. Donc je te dirais ça, c'est le deuxième, c'est de repousser à plus tard, mais aussi de ne pas changer ses habitudes. Donc là, les finances, c'est une question d'habitude. Donc, c'est de prendre dès le départ les bonnes habitudes pour ne pas tomber dans les pièges que la société de consommation dans laquelle on vit nous tend et d'être vraiment en contrôle, je dirais, de ses finances. Puis sinon, c'est s'éduquer sur les autres sphères de nos finances, que ce soit l'investissement, la fiscalité, Ouais. les assurances, plein de domaines où on devrait la planification retraite. Les gens s'informent pas assez bien sur ces sujets-là, prennent pas le temps d'aller consulter forcément les professionnels, puis au final, ben, ils passent à côté d'opportunités, tu sais, de vraiment d'améliorer leur sort, tu sais, où ils vont se réveiller plus tard. Là. Moi, c'est une des phrases que j'entends le plus souvent. Là. Tu sais, tu m'as dit, je rencontre beaucoup de gens. Là. C'est une des phrases, c'est j'aurais aimé tout connaître ça plus tôt. Tu vois, Exact. c'est les regrets. Les gens ont des regrets. Ils se disent, ah, si je m'étais éduqué plus tôt, parce qu'encore une fois, les gens procrastinent, ou parce qu'ils n'avaient pas forcément accès aux ressources, ou ils n'étaient pas assez motivés pour aller chercher les ressources. Fait que c'est de s'éduquer. Ça, c'est une lacune. Là. C'est des très bons points que tu as amenés. C'est quand tu parles de procrastiner, ce que les gens réalisent pas souvent, ou ils le réalisent, mais tu sais, c'est pas toujours, ils y pensent pas toujours de façon constante. Surtout les jeunes, c'est qu'un de leurs plus gros actifs, c'est le temps, hein. Donc, Hmm, plus qu'on attend, quand exact. tu dis que les gens se réveillent peut-être, je sais pas, moi, à 55 ans, puis là, la retraite est peut-être dans 10 ans ou 15 ans, puis ça a l'air long, mais ils réalisent que s'ils avaient pris certaines décisions plus jeunes, le Hmm, montant d'actifs ou leur situation financière serait beaucoup plus loin. Donc, ça coûte de l'argent de procrastiner et d'attendre trop exact. longtemps, définitivement. Et Hmm, l'autre point que j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit que j'ai aimé, c'est les finances. Bon, il y a les finances en général, mais après, c'est pas juste l'investissement. On peut non. trouver quelqu'un qui est passionné par l'investissement et puis qui s'informe, qui lit, puis qui monte un portefeuille quand même raisonnable, qu'il gère soi-même. Mais après, il y a la fiscalité, il y a les autres aspects de sa vie financière. Donc, juste Mhm. avoir un portefeuille, s'il n'est pas optimisé fiscalement, des fois,
ça peut faire des beaux rendements, mais le rendement après impôt peut être plus bas que ce que ça pouvait être si on s'était un petit peu mieux outillé du côté fiscal. Donc, Exact. définitivement, c'est Puis, un très bon point. puis même le côté légal, tu sais, beaucoup de gens, ils n'ont pas les bonnes assurances ou ils n'ont pas assez d'assurance, Ils n'ont n'ont pas pas de un testament, n'ont pas testament. de mandat. Ouais, Donc, quand exact. tu fais le tour, en fait, de tous les volets des finances, en fait, ils ont mis leur accent ou leur énergie dans un volet, mais ils négligent tout le reste ou ils s'éduquent pas sur tout le reste. Donc, l'idée ici, c'est d'essayer justement de bien s'informer, mais d'essayer d'avoir de l'information sur tous les aspects de Exact. nos finances, là. Exact, exact. Et une question que j'aime demander, parce qu'on parle, Youssef, des erreurs communes des gens en général. Hmm. Si je te dis, toi, je te pose la question, ça a été quoi Ouais. une erreur ou ta plus grande Hmm. erreur que tu as faite en finance ou en bourse ou Hmm. quoi que ce soit? Ça serait quoi? Ben, moi, l'avantage, c'est que j'ai étudié dans le domaine. Donc, il y a plein d'informations ou d'éléments, je te dirais, que ça m'a peut-être évité de faire certaines erreurs, le Exact. fait d'avoir été éduqué tôt. J'ai aussi mes parents qui m'ont transmis certaines habitudes, tu sais, de consommation ou de gestion financière qui m'ont beaucoup aidé. Par contre, une de mes erreurs que j'ai commises, c'était, encore là, c'est pendant la COVID, comme quoi c'était une période qui nous a tous marqués, et c'est j'ai voulu faire quelque chose que je ne conseille pas aux gens, qui est de parier ou de spéculer sur quelque chose. OK? OK. Sur une action, Mais on si on parle se rappelle, d'investissement? on parle OK. Ouais, d'investissement parce qu'en ouais. fait, ce qui s'est passé, c'est que si tu te rappelles, il y avait le prix du pétrole qui avait fortement chuté parce que ben, une crise mondiale et du jour au lendemain, le prix du pétrole, je pense qu'il était à 100 ou peut-être même plus que 100 dollars le baril et il avait fortement chuté à genre 50 ou 40 dollars là. Mhm. Et là, j'ai dit, là, il y a eu une grosse baisse. Je suis pas mal sûr que le prix du pétrole va réaugmenter dès que le confinement va arrêter. Et c'était vrai, le prix du pétrole a remonté, sauf que j'avais voulu vraiment faire un gros pari, puis j'avais pris des FNB à effet de levier. OK. Donc, il y a eu de la dette Donc, en arrière de beaucoup ça. plus Ouais. risqué et le prix du pétrole avait continué à baisser, mais à des Ouais. prix genre historiques, là. Je pense qu'il avait baissé à genre 20 dollars, là, un truc. Tu sais, je me rappelle plus des chiffres exacts, là, mais il avait vraiment chuté de façon importante. Et quand tu prends des portefeuilles comme ça, risqués à effet de levier, ben, ta perte, elle est Amplifié. multipliée Ouais. exactement. Donc là, une baisse de 10-20%, tu perds la moitié de ton portefeuille, là. Ouais. Donc ça a été une erreur qui m'a permis de me dire, écoute les conseils que tu donnes. Le cordonnier mal chaussé, là, Ouais. des fois on donne des conseils, mais on oublie de se les rappeler soi-même. J'avais vu une opportunité, j'ai peut-être été un peu trop gambler, là, on va dire ça comme ça. Mais c'est ça a été une erreur. Une erreur. Des fois, les erreurs, ça peut être un bon enseignant, un bon Ouais. professeur, parce Ouais. que ça nous permet de nous rappeler les bases puis de dire, ben, j'ai perdu là, mais je vais essayer de plus refaire cette erreur-là plus tard, là. Et c'est pour ça que quand on parle, on a parlé tantôt d'erreurs communes en finance personnelle en général, mais il y a les erreurs aussi en investissement. Tu sais, Mhm. ne pas essayer de prédire le marché, ne pas essayer de timer, ne pas spéculer. Mais c'est vrai Exact. que avec les nouveaux outils là que tu as mentionnés, qui sont disponibles pour tout le monde depuis plusieurs années, mais que les gens sont Mhm. plus conscients depuis la pandémie, Wealthsimple, toutes les plateformes de courtage en ligne, l'accès à la bourse est devenu facile et c'est une bonne chose. Exact. Mais il faut Mhm. faire attention aussi, hein. Ah ouais. Donc, Mhm. c'est sûr que pour les jeunes, quand ils commencent à investir, puis ils utilisent leurs premiers 500 dollars, 1000 Mhm. dollars, s'ils le perdent, c'est pas le fun, mais c'est pas encore toute leur économie. Donc, c'est peut-être le moment de faire des petites erreurs puis d'en apprendre. Mais quand on est Mhm. rendu qu'on a passé plusieurs années à accumuler de l'argent qui va servir pour notre retraite, on doit faire attention de ne pas trop Mhm. spéculer. Donc, l'erreur, ça nous ramène à notre côté où on doit être humble et puis suivre les grands principes d'investissement, mais il faut faire Exact. attention, Puis définitivement. ça te montre que le volet émotionnel, des fois, il est Exact. plus important que le volet technique ou, comme tu as dit, faire l'investissement, un achat, c'est un jeu d'enfant, là. Tu sais, tu cliques sur un bouton, tu achètes le titre de n'importe quelle entreprise ou portefeuille dans le monde, mais ce qui va faire la différence, c'est comment tu vas gérer les fluctuations, les marchés, l'actualité, Les etc. Puis des médias, ouais. fois, ouais, quand on n'a pas l'information, quand justement on n'a pas une vraie stratégie, puis qu'on on met ses billes un peu n'importe comment, ben, c'est là où on va mal se comporter quand il va y avoir des turbulences, là. Exact, exact. On a parlé de ça, Youssef, tu sais, la finance, ça peut être complexe et intimidant pour Mhm. plusieurs, puis il y en a beaucoup qui
Ça peut être la raison pourquoi il le repousse à plus tard. Il a une grosse bête difficile à dompter. Mais si quelqu'un se dit, écoute, je reprends mes finances en main, Mhm. qu'est-ce que tu dirais que ça serait les premiers gestes concrets qu'une personne peut poser pour justement reprendre contrôle de ses finances? Ben, tout à l'heure, on a parlé de procrastination. Donc, moi, le conseil que je donne, c'est un peu comme l'exercice physique, c'est de se planifier, s'organiser un petit moment dans la semaine, même si on est super occupé, pour petit à petit, comme tu as dit, c'est une grosse bête, donc on veut l'attaquer un morceau à la fois. Le conseil que je donne vraiment tout le temps, c'est planifie 1 heure par semaine pour tes finances. Hmm. Puis cette heure-là, là, elle va faire énormément de différence et je le vois, là, les gens qui le font, là, qui, chaque semaine, ils s'assoient, ils regardent leur compte, ils planifient leurs affaires, ils analysent leurs placements, ils regardent l'optimisation qu'ils peuvent faire sur les différentes sphères. Juste le fait de s'asseoir à chaque semaine, un petit rendez-vous hebdomadaire là, pour les finances, là. Ça peut être un soir de semaine, ça peut être un week-end, un moment dans la semaine où vraiment tu t'assois puis tu poses des gestes concrets. Juste ça, ça fait toute la différence. Puis forcément, ben, chaque semaine, tu vas voir une évolution en fait dans tes finances parce que tu es en train de mettre des actions concrètes. Des fois, c'est des petites actions, mais c'est ça qui fait la différence à long terme. Donc, juste le fait de s'asseoir 1 heure par semaine, c'est amplement assez, là. T'es plus en statu quo, t'es en mouvement, là, tu le rentres dans ta routine, puis tu fais un mini-geste à chaque Ouais, fois. Non, définitivement. ouais. On a parlé du budget qui est sûrement cité comme une première étape à faire pour comprendre vraiment où va l'argent. Tu sais, des fois, les gens disent, j'ai eu Mm. ma paie, je sais pas où c'est passé. Mais il y a aussi tout ce courant aussi, peut-être les médias sociaux ont amplifié ça, le courant de vivre maintenant, de profiter de la vie. La Mm. vie est courte, etc. Tu vois, je me souviens des fois quand on parle avec les personnes des générations d'avant, ils disaient, aller en Floride, c'était un gros voyage avant. Là. En famille, on allait camper, puis c'est les riches qui allaient en Floride. Maintenant, on voit les Mm. gens, les jeunes de tout âge, ils sont rendus, ils vont à Bali, Ouais. ils vont dans les Caraïbes. On dit que tout le monde a de l'argent. Donc, Mm. comment faire l'équilibre? Il faut sacrifier jusqu'à un certain moment Ouais. pour se faire plaisir plus tard, donc pour atteindre la liberté Mm. financière et vivre maintenant et profiter de la vie. C'est quoi ton opinion Ouais. là-dessus? Bon, déjà, il faut faire attention à ce qu'on voit sur Internet parce que beaucoup de gens vont faire des voyages, mais c'est à crédit, là. Donc, en Ah, ben oui, réalité, c'est vrai. le voyage n'a même pas encore été financé, là. Donc, Ouais. ou du moins, il a été financé, Mais mais à ça va les travers du rattraper plus crédit. tard. Voilà, exactement. Donc, après, ils vont travailler pas mal de temps pour repayer ça. Je pense que tu as mentionné le mot équilibre, là. Donc, moi, je te dirais, c'est trouver justement le juste équilibre. C'est sûr, si tu mets en place, puis ça, c'est un des conseils qu'on peut donner, c'est si, par exemple, j'automatise mon épargne et mes investissements. Donc, prenons un taux aléatoire comme ça, c'est sûr, ça dépend de chaque situation, mais disons que je mets 20% de mes revenus de côté pour mon futur. Ça va? J'ai évalué que c'est un pourcentage d'épargne qui était raisonnable avec mes dépenses, etc. Ben, si je mets de façon automatisée ce montant-là de côté dans mes investissements, ben, j'ai moins de culpabilité, disons, à profiter, à me payer des voyages de temps en temps, à aller au restaurant, etc. Parce que mon épargne, je l'ai déjà priorisé. Donc, Mhm. on appelle ça souvent se payer en premier, là. Donc, le fait d'automatiser en premier nos épargnes, donc de prioriser notre sécurité financière, notre retraite, dans tous nos projets plus concrets à long terme, ben, une fois que j'ai fait ça, ben, le reste, je peux le gérer d'une façon où je suis moins coupable, comme j'ai dit, là, de dépenser. J'ai moins besoin de me priver parce que l'épargne a déjà été mise de côté. Fait que, encore là, ça revient à s'asseoir, faire un budget, faire un état des lieux, une analyse de notre situation actuelle, de voir ce qu'on peut améliorer. Puis après, ben, les finances, c'est une question de choix, hein. Donc, entre investir ou dépenser, l'argent, il faut l'allouer au bon endroit. Mais je pense qu'il y a moyen de faire les deux si on trouve le juste équilibre où on vit pas à 100%. Tu sais, souvent, les gens vont aller dans les extrêmes. Soit vraiment, ils vont comme maximiser leur épargne, mais tu sais, ils vivent de façon tellement minimaliste qu'ils profitent pas du tout d'aucune activité. Et à l'inverse, les gens qui vont dire, ah non, moi, je veux pas épargner pour plus tard, je sais pas si je vais mourir demain. Demain, Et ouais. là, ils vont aller dans l'autre extrême. Mais tu sais, il y a moyen de faire les deux tout en profitant et en investissant pour plus tard, là. C'est vrai, et par expérience, ce que je vois, c'est à parler d'automatiser. Une fois qu'on l'a automatisé, éventuellement, on oublie que cet argent-là va automatiquement, puis notre vie s'est adaptée avec l'argent qui reste pour nos dépenses. Exactement.
un peu comme un impôt, mais c'est un impôt qu'on prend sur soi-même pour mieux vivre plus tard, en fait. Le fait que la technologie permet de tout automatiser, paiement de factures, économie et tout, c'est une bénédiction, en fait, Exact. pour configurer Et, le tout. En anglais, on appelle ça set and forget. Tu sais tes affaires, ouais. puis après, tu vis ta vie, tu sais. Exact. Puis une des erreurs aussi qu'on fait, c'est que dès que nos revenus augmentent, on a généralement tendance à augmenter aussi notre coût de Ouais, vie. Donc en ouais, ouais. réalité, systématiquement, on va augmenter notre coût de vie, on va se créer des dépenses, on va vouloir se faire plaisir, entre guillemets. Sauf que l'idée ici, c'est d'essayer justement de garder son coût de vie qui n'est pas forcément fonction de nos revenus, mais quand nos revenus augmentent, ça nous donne juste une plus grande capacité d'épargne Exact. et d'investissement. Exact. Donc le juste équilibre. Le juste équilibre. Bon point. Les premiers gestes à faire si on veut prendre en main leurs finances, c'est noté. Si on va un petit peu plus précis, quelqu'un veut commencer à investir en bourse. Donc, c'est Ouais. quoi, on va dire que la personne n'a pas beaucoup d'argent. C'est quoi Mhm. la première chose à penser ou à faire? Quel conseil tu donnerais par rapport à ça? Ben, moi, je dirais il y a deux cas de figure. Soit la personne n'a aucune notion financière, donc là, elle veut débuter. Moi, je dirais, va consulter un professionnel. Ça sert à rien de te lancer, à ouvrir des plateformes. Tu vas te perdre, puis il y a de bonnes chances que tu finisses même pas le processus, puis que tu ne mettes rien de concret en place ou de vraiment stratégique. Donc, moi, je pense que la première étape, si on débute puis qu'on n'a aucune notion, c'est d'aller consulter soit un conseiller à sa banque, un conseiller indépendant, un professionnel qui a son titre de l'AMF et qui peut nous accompagner là, dans notre stratégie. Et on peut commencer avec des petites sommes. Là, tu sais, ça peut être 25, 50 dollars par mois. Juste partir une épargne systématique qu'on peut augmenter aussi avec le temps. Si par contre on a quelques notions, là, c'est de voir justement si on est à l'aise de le faire par soi-même. Puis encore là, même principe, c'est juste que vu qu'on ne fait pas affaire avec un intermédiaire, c'est juste de s'assurer que justement, qu'on mette les bonnes choses en place et d'essayer d'automatiser, comme tu as dit, là. Fait que ça peut être à travers une plateforme de courtage ou ça peut être avec un professionnel, là. Mais le plus important, c'est de faire une première étape. Puis, c'est un peu les baby steps, là, c'est d'y aller avec l'étape qui te semble la plus simple à faire. Si aller ouvrir un compte de courtage, choisir tes produits de placement, ça te semble comme une montagne, va à la plus petite montagne qui est à côté, qui est plus accessible. C'est un La coup de fil, colline, tu prends la petite colline. rendez-vous. Voilà, un petit rendez-vous, quelqu'un va te donner tous les conseils, va mettre en place les trucs. Et en parallèle, tu pourras t'éduquer si jamais tu as vraiment l'envie de gérer toi-même. Mais tu sais, des fois, les gens, même quand on a des connaissances, des fois, on n'a pas ni l'énergie, ni le temps, ni Exact. l'envie de le faire. Confie ça à quelqu'un, puis tu sais, mets ton énergie ailleurs pour d'autres tu sais, sphères de ta vie, là. Tu sais, pour te donner un exemple, moi, la comptabilité, vu que j'ai étudié en comptabilité, fait que, tu sais, pendant plusieurs années, je voulais comme faire ma déclaration d'impôt tout seul, ma comptabilité tout seul. Tu sais, je me disais, c'est pas logique de confier ça à quelqu'un alors que tu sais, j'ai les notions. Mais après, avec le temps, j'ai réalisé que, il y avait des notions plus spécialisées que je connaissais pas. J'étais peut-être pas assez au courant de certaines choses. J'ai peut-être pas forcément toute l'expérience au niveau entrepreneurial pour connaître toutes les situations possibles. J'ai rapidement délégué ce volet-là. Ça me sauvait du temps, fait que je pouvais me concentrer sur mon entreprise. Puis en plus, le professionnel peut me suggérer des stratégies que j'avais peut-être pas pensé ou il voit des angles morts que moi, vu que je suis là-dedans, puis je prends pas forcément le temps de mettre les trucs en place, au moins, j'ai quelqu'un qui m'aide. Donc, des fois, c'est une question de mettre son énergie au bon endroit, puis peut-être il y a des sujets ou des tâches qu'on n'a pas forcément, qu'on va pas mettre assez d'énergie à faire. Vaut mieux le confier à quelqu'un dans ce cas-là, là. Je suis 100% d'accord avec toi. On l'a dit plus tôt, l'investissement est rendu démocratisé. Tout le monde, avec un clic, peut avoir un portefeuille diversifié avec un FNB, par exemple, quand Mm. même très bien, là, qui va faire la job aussi bien et des fois même mieux qu'un professionnel. Mm. Ceci étant dit, il faut avoir le temps, l'intérêt, l'envie. Moi, je donne toujours l'exemple, quand je regarde moi à comparer avec mes voisins, j'ai payé la compagnie qui fait le déneigement là, de l'entrée pour qu'ils fassent aussi mes Mm. marches. Puis mes voisins, ils rient de moi tout le temps. Ils disent, tu peux juste prendre ta pelle et faire des marches, mais tu sais, Mm. ça, c'est quelque chose, ça me coûte plus cher, mais j'ai Ouais. pas envie de faire ça. Puis ce qui Mm. arrivait, c'est que des fois, j'arrivais tard du travail, il y avait neigé, il y avait plein de neige, je le laissais, ça devenait la glace. C'est comme à un moment donné, là, si je vais pas le faire de façon Mm. régulière et de façon Ouais. disciplinée quand il neige, avoir des belles marches, ça va devenir même Mm. dangereux. Donc, je Mm. décide de le payer pour le déléguer.
Puis c'est là, comme tu viens de dire pour la comptabilité, il faut choisir, même quand on peut vers quelque chose, qu'est-ce qu'on a envie de faire, où on veut allouer son propre temps. Mais pour revenir aux finances, je pense que dans ta plateforme ou dans ce que tu enseignes, tu outilles les gens aussi pour ceux qui le veulent, qui ont le temps, l'intérêt et qui ont l'envie de le faire soi-même, le côté d'investissement. Mais toi, dans ta perception, quand est-ce que, puis tu en as touché un peu à ça avant, mais je vais aller un petit peu plus en profondeur, quand est-ce que tu penses que quelqu'un devrait considérer, je parle justement aux finances ou quand on parle de faire affaire avec un conseiller financier ou un gestionnaire de portefeuille, quand est-ce que tu penses que quelqu'un devrait considérer déléguer ça? Sachant que je sais que dans le milieu financier, il y a beaucoup de modèles d'affaires de certaines firmes, de certains conseillers où ça coûte très cher. Tandis qu'il y en a d'autres modèles, il y a différents niveaux de prix, là, mais veut ou pas, ça va toujours coûter plus cher que de le faire soi-même. Un peu comme tout dans la vie, là. Un peu comme aller au gym tout seul ou engager un coach. Donc, je serais curieux de savoir ton opinion. Quand est-ce que tu penses que quelques cas de figure, quelqu'un devrait considérer de travailler avec un conseiller financier? Ben, comme j'ai dit, le cas de figure où la personne elle a peu de connaissances, pas ni l'envie ni le temps, moi je dirais que c'est déjà bien. Après, c'est quand on a des situations plus complexes, on est entrepreneur, on a un plus gros patrimoine à gérer, on a plusieurs entreprises. Quand il faut intégrer des fois la fiscalité là-dedans aussi. Exactement. Ben, je dirais surtout pour le volet fiscal, le volet succession, le volet planification retraite, décaissement. J'ai beaucoup de gens qui sont proches de la période décaissement. Moi, je dis toujours, il n'y a pas de formule magique ou de conseils génériques qu'on peut donner à tout le monde. Exact. Va voir un professionnel, il va s'asseoir avec toi, il va te faire un plan de décaissement, tu vas avoir une stratégie personnalisée. Tu vas payer pour, oui, mais ça vaut largement les économies que tu vas faire et tu vas être beaucoup plus confiant dans ton plan que d'essayer un peu de l'improviser puis d'y aller un peu par intuition ou parce que tu lis à droite à gauche ou ce qu'on te conseille à droite à gauche. Donc ça, c'est vraiment des moments où ça vaut vraiment la peine de s'asseoir avec des professionnels. Pour le volet gestion de portefeuille, moi, je dirais que c'est plus les montants, l'envie de le faire, la complexité aussi, l'optimisation. Des fois, on peut aussi faire de l'optimisation fiscale à l'intérieur des comptes de placement. Ouais. Donc, c'est tout ça qui fait que, dans certains cas, ça peut être avantageux. Si on a une situation simple, on investit toujours dans les mêmes comptes, on a peu de véhicules de placement, ben, le faire, comme tu as dit, par soi-même, sur le long terme, ça peut nous faire économiser beaucoup d'argent. Surtout si, au niveau fiscal, il n'y a pas grand-chose pour un salarié qui a un enfant. Des fois, on veut vendre le rêve de la fiscalité, ça peut changer, puis de l'optimisation fiscale, ça a l'air beau, mais... Donc, en fait, pour beaucoup de gens, l'optimisation fiscale, c'est pas... C'est pas complexe, c'est maximiser le REER, mettons. Exact, maximiser le REER, c'est l'IAP, R3E, puis quelqu'un qui a de l'épargne, qui peut mettre tout son argent dans tous ces comptes-là, ben, la stratégie est simple. Après, si tu as le choix entre lequel mettre parce que tu as une capacité d'épargne qui peut être limitée, ben là, c'est sûr que peut-être que là, on peut faire un peu plus d'optimisation, du moins vraiment s'asseoir pour regarder c'est quoi les bons comptes d'investissement à ouvrir. Parce que ça aussi, une des erreurs que les gens font quand ils se lancent dans l'investissement, c'est qu'ils vont ouvrir les mauvais comptes. Moi, j'ai vu beaucoup de gens pendant la pandémie ouvrir des comptes non enregistrés, pensant que c'était un compte CELI. Puis plusieurs années après, réaliser que... Exact. Puis réaliser plusieurs années après que quand ils reçoivent des reçus à la fin de l'année, qu'ils doivent déclarer les revenus de placement, alors que leur CELI, ils n'ont jamais cotisé dedans. Là. Il est vide. Donc, juste d'ouvrir le mauvais compte le jour 1, ça peut faire un gros impact au niveau fiscal. Là. Ouais, exactement. Non, bon point. Tu sais, des fois, là, je me fais contacter, et puis moi, les auditeurs le savent, je travaille en gestion de portefeuille, je me fais contacter par quelqu'un qui a juste un besoin de placement. Mettons, quelqu'un qui est jeune, qui commence, je leur dis, pas besoin d'engager quelqu'un qui va charger 1%, s'il n'y a aucune autre complexité dans la situation financière. Les seules fois que je dirais que ça pourrait être nécessaire, c'est lié avec 2 points qu'on a mentionnés tantôt. C'est si quelqu'un a une situation simple, mais a besoin justement de quelqu'un qui le garde imputable, genre un coach, par exemple, les gens qui procrastinent. Donc là, la personne pourrait gérer son argent, mais ne le fait pas ou dépose l'argent dans le compte de placement, mais le laisse en cash pendant 3 mois parce qu'ils sont occupés. Donc là, il y a la perte de rendement. Il y a des gens qui ont besoin de quelqu'un qui les coach un peu, qui les procrastine. Et le deuxième cas de figure, je verrais, c'est les gens qui tombent, puis on a touché à ça aussi, qui tombent souvent poids à leurs émotions. Donc, si c'est eux qui gèrent l'argent, ils vont souvent paniquer et vendre quand il y a un crash et puis se lancer dans des actions spéculatives. Donc, des fois, ces gens-là ont comme besoin, ils sentent le besoin d'avoir un chien de garde de leur portefeuille qui leur protège contre eux-mêmes, si je peux dire.
Donc, Oui, puis les statistiques, c'est que 90% des gens qui gèrent de façon active leur portefeuille perdent de l'argent, là. Ceux qui font du day exact. trading, qui essaient justement de spéculer sur des titres, malheureusement, les statistiques, c'est qu'à long terme, ces gens-là, ils perdent, là. Exact, exact. Donc, ces gens-là, s'ils le reconnaissent, puis ils le voient, ils pourraient décider de dire, écoute, je dois déléguer la gestion à quelqu'un d'autre. Mais pour rebondir sur ce que tu as dit, parce que là, on est dans la saison des REER, Mhm. c'est des fois, les gens se perdent dans tout cet alphabet de comptes-là, REER, CELI, CELIAP, REER. Puis il y a beaucoup de mythes autour de ces comptes-là, surtout les REER. Je suis sûr que tu l'as déjà entendu, Youssef, quand les gens disent, ah, moi, je crois pas au REER, comme si c'est quelque chose qu'il faut croire, ou je veux pas cotiser dans mon REER parce que les REER, ça performe pas. Alors que les Mhm. gens ne comprennent pas nécessairement que le REER, c'est juste une boîte, un contenant. Il n'y a pas une question que ça performe ou non, c'est les placements que tu mets dedans qui vont performer ou non. Mais si je te demande généralement, et je sais que ça dépend là, c'est quoi ta perspective sur ces différents comptes-là? Lequel qu'on devait prioriser selon notre situation? C'est REER, CELI, REER, juste Mhm. généralement là. C'est quoi ta Ouais. perspective là-dessus? Ben, c'est sûr que parmi les comptes que tu as mentionnés, le compte qu'on devrait privilégier si, par exemple, on a des enfants, moi, je pense que c'est le régime d'épargne-études. Donc, ça, on ne le mentionnera jamais assez. C'est Ouais. vraiment un bon fiscal où on donne des subventions à l'abri de l'impôt et ça finance soit les études ou d'autres projets pour l'enfant. Donc, si on veut mettre de l'argent de côté et que l'enfant est jeune, profiter de ces années-là pour essayer de maximiser ce compte-là. Sachant qu'on peut récupérer en plus les cotisations à la fin, donc le parent peut récupérer les cotisations et les réinvestir dans d'autres véhicules pour lui plus tard, mais au moins pendant ces années-là, on aura maximisé l'argent qu'on peut aller chercher des subventions et des rendements des placements qui vont servir pour le jeune et lui, il pourra le mettre dans son CELI, CELIAP, etc. Après avoir mis en place la bonne stratégie selon sa situation, évidemment, pour le régime enregistré d'épargne-études, ben là, il reste CELI, CELIAP, REER. C'est liable si on n'est pas propriétaire. C'est sûr que c'est un hyper bon véhicule si on a l'intention d'acheter une propriété. Mais même si on n'a pas l'intention d'acheter une propriété, on peut cotiser dans ce compte-là. Et après 15 ans, si jamais on n'achète pas notre première propriété, on peut le transférer dans le REER sans affecter les droits de cotisation. Donc là, ça devient quand même un très bon véhicule à utiliser si on est locataire et qu'on a peut-être l'intention d'acheter éventuellement notre première propriété. Donc là, si on élimine le CELIA parce que c'est pour un projet spécifique et ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais ça peut être un très, très bon véhicule parce que lorsqu'on met l'argent dans le CELIAP, on a le même avantage que le REER, qui est la déduction fiscale. Et quand on sort le véhicule, on a le même avantage que le CELI, qui est non imposable. Fait qu'on a comme le Exact. meilleur des deux mondes. Donc, pour moi, c'est un incontournable là, à utiliser lorsqu'on est admissible. Malheureusement, quand on est déjà propriétaire, on ne peut pas l'utiliser. Ah oui, Euh, moi, ça m'a fait. J'aimerais pas ça J'étais triste. l'utiliser, mais J'étais non. triste quand c'est sorti que je ne peux pas l'utiliser. Donc là, si on élimine régime enregistré d'épargne-études, on élimine le CELIAP, ben, les deux autres comptes d'investissement qu'on peut utiliser pour profiter de la fiscalité, donc là, on parle, comme tu as dit, pas de placement, mais on parle vraiment de fiscalité, ben, c'est le CELI et le REER. Moi, je dis toujours, en cas de doute, vaut mieux utiliser le CELI. Pourquoi? Parce qu'on peut n'importe quand sortir l'argent du CELI, le cotiser par exemple dans le REER, si en cours de route on réalise que le REER, par rapport à notre situation, c'est plus avantageux. Donc, par exemple, après avoir discuté avec notre comptable, lorsqu'il prépare notre déclaration d'impôt ou pendant l'année, nous-mêmes, on fait les calculs en utilisant des calculatrices REER en ligne, là, il en existe plein en ligne. Ben, je fais les calculs selon ma situation, je réalise que le REER est plus avantageux. Je peux toujours sortir l'argent du CELI pour le cotiser dans le REER. Et je Sans vais impact. récupérer, c'est ça, je vais récupérer mes droits de cotisation. Donc, il n'y a pas d'impact. Il va peut-être y avoir un impact à court terme, mais pas d'impact à long terme parce que je récupère mes droits. À l'inverse, faire la transaction inverse n'est pas possible. Donc, si je cotise dans mon REER en premier, puis je réalise que finalement, le CELI est plus avantageux selon ma situation parce que j'ai un plus gros fonds de pension plus tard, puis finalement, je risque de payer plus d'impôts plus tard que l'économie que le REER va me générer. Ben là, si je change d'idée puis je veux sortir l'argent du REER pour le mettre dans le CELI, là, il y a plus de conséquences. Parce que, ben, un, je vais être imposé, puis deux, je vais perdre mes droits de cotisation REER que je vais avoir utilisés. Donc, en cas de doute, vaut mieux mettre dans le CELI et n'importe quand pendant l'année ou avant le 2 mars, qui est la date limite pour mettre l'argent dans le REER, pour profiter de la déduction fiscale de l'année précédente, ben là, on peut transférer cet argent-là. Après, pour faire les calculs, comme j'ai dit, c'est soit de consulter un professionnel pour déterminer c'est quoi, est-ce que c'est avantageux dans notre situation de mettre l'argent dans le REER? Quel montant on devrait mettre? Est-ce que je devrais utiliser un pré-REER, donc emprunter pour
essayer de maximiser le montant que je mets dans mon REER si jamais j'ai beaucoup de droits inutilisés. Dans certains cas, ça peut être une stratégie très avantageuse pour aller maximiser mon retour et rembourser avec cet argent-là mon prêt. Fait que c'est comme un prêt temporaire qu'on fait pour essayer de maximiser ses droits inutilisés. Et là, ben, ça dépend de chaque situation. La règle généralement qu'on va dire, c'est si l'avantage que le REER me génère maintenant versus l'impôt que je vais payer plus tard, s'il y a un écart, ben, généralement, c'est mieux de profiter du REER tout de suite. Okay? Surtout on a un haut taux d'imposition tout de suite par rapport au futur. C'est à ça Au que tu fais futur, référence. exactement. Si au moment de la sortie, puis là, je parle pas juste de retraite, parce que souvent les gens associent REER à retraite, mais ça peut être n'importe quand. J'ai une année sabbatique, je pars faire le tour du monde, ben, je peux profiter de cette année-là pour sortir l'argent de mes REER, vu que je paye pas d'impôts. Et à ce moment-là, je vais avoir profité de l'écart au niveau des taux. Après, souvent, les gens vont s'attarder seulement au volet impôts. Mais Exact. ils oublient aussi qu'en mettant de l'argent dans les REER, ben, ils baissent leur revenu familial et ça leur donne accès à plus d'argent au niveau des allocations pour les enfants, des crédits d'impôt, puis d'autres programmes sociaux du gouvernement. Donc, dans certains cas, le fait de mettre de l'argent dans les REER, dans le contexte actuel, pendant que nos enfants sont jeunes, ou si on anticipe qu'on va avoir la naissance d'un enfant très bientôt, ben là, c'est des années où on devrait maximiser les REER parce qu'on n'aura jamais, il y a comme un laps de temps où on devrait profiter de ces années-là parce qu'une fois que nos enfants seront plus vieux et on n'aura plus d'aide du gouvernement, ben le REER sera moins avantageux forcément. Donc là, c'est d'analyser selon sa situation actuelle, ben c'est quoi tous les avantages qu'on va tirer, le fait de réduire son revenu familial, donc ne pas s'attarder qu'à l'impôt, mais de regarder aussi, est-ce qu'il y a d'autres retours qu'on peut aller chercher, et là, à ce moment-là, le REER va venir largement surpasser l'avantage que le CELI offre. Et ça, c'est un très bon survol, Youssef. J'ai essayé Non, de non, mais, simplifier. Hein? non, mais c'est bien parce qu'à la base, je pense que la leçon à tirer, c'est que chaque situation de chaque personne est différente. Il faut faire les calculs. Pour une personne, ça peut être le CELI, l'autre, ça peut être le REER. Mais si on veut faire un survol général avec des principes généraux, je pense que tu as tout dit. Hein? Mais, Puis comme tu as dit, il y a beaucoup de mythes par rapport au REER et souvent les gens vont s'arrêter à ça. Et comme tu as dit, ben, en fait, il faut qu'on déconstruise ces mythes-là, notamment le REER, c'est pas juste pour la retraite, ça peut financer d'autres projets. Et le REER peut te donner un retour d'impôt, mais peut te donner aussi d'autres avantages sociaux. Donc, exact. moi, je vois des familles, là, ils peuvent aller chercher 60, 70, 80% de ce qu'ils mettent dans le REER. Donc là, le REER devient beaucoup plus avantageux que le CELI parce que si en économie, je mets 100 dollars, je récupère 70 dollars, ben, je peux prendre le 70 et le mettre dans mon CELI. Donc, je viens de cotiser aux deux comptes grâce à l'argent que j'ai pu récupérer des gouvernements. Donc, dans certains cas, c'est vraiment le REER devient comme un incontournable. Pendant que tu dis ça, tu me fais penser à ça parce qu'on parlait d'un mythe commun du REER où on pense que le REER ne performe pas ou le REER, parce qu'on va se faire imposer plus tard, on ne devrait pas le mettre. Il y a un mythe, et je l'appelais un mythe ou peut-être une croyance populaire par rapport au CELI aussi qui me vient en tête. C'est que le CELI, à cause que CELI, ça veut dire compte d'épargne libre d'impôt, il y a le côté épargne. Épargne. Les gens se disent, l'argent que je mets dans mon CELI, ça doit être des CPG, ça doit être des choses d'épargne qui ne varient pas. Et je peux comprendre que des fois, à cause qu'il y a la flexibilité que tu as mentionné, on peut retirer du CELI s'il y a un imprévu et tout et tout. Il pourrait avoir un montant d'argent qui est dans des placements très conservateurs ou du moins quasiment de l'argent. Mais à la base, c'est pas obligé. Le CELI peut être un véhicule formidable pour la retraite. En fait, nous, les comptes qu'on gère, ou même moi, mon propre compte, mon CELI est 100% action, là. Je veux qu'il performe le plus possible parce que tous les retraits dans 15-20 ans vont être sans impôt. Alors moi, mon fonds d'urgence, il est dans un compte bancaire, il est à l'extérieur. Ben S'il fait 1%, je suis imposé sur 1%. Je trouve ça moins pénalisant qu'être imposé sur tout le gain que je vais avoir fait sur mon CELI s'il était à l'extérieur d'un CELI. Donc, j'invite les gens à voir le CELI, même si ça s'appelle un compte d'épargne. En fait, moi, je trouve qu'il aurait dû appeler ça un compte d'investissement libre d'impôt. C'est ça mon point. Bon, c'est ça. Ça sonne moins bien au niveau de l'acronyme, là, un CELI, mais en fait, ça devrait être un CELI au lieu d'être un CELI. Parce que puis il y a beaucoup de gens qui détiennent des CELI que l'argent n'est même pas investi. Ben, c'est ça. Là, c'est ça. Là, c'est encore pire. Là. C'est comme, ben, pourquoi tu as ouvert un CELI? Alors, le seul avantage du CELI, c'est que les rendements que tu génères à l'intérieur
seront libres d'impôts. Donc, il faut que tu Exact. fasses des placements avec pour que ça génère des rendements. Si tu laisses dormir, ça sert à rien. Même quand on parle après d'optimisation d'un compte de placement, si quelqu'un a des obligations et des actions, peut-être qu'il devrait considérer mettre des actions dans le CELI et les obligations dans le REER. En tout cas, bref, là, on va pas aller dans le côté technique, mais il y a tous ces concepts-là. Moi, je trouve ça passionnant, là, mais que les gens pourraient, s'ils regardent, ils vont découvrir qu'il y a des façons de justement optimiser ces comptes-là. J'ai deux autres questions pour toi. Là, on va dire que quelqu'un a écouté le podcast, Youssef, et comme, écoute, vous m'avez motivé, je veux commencer à apprendre à mes finances, oui, mais à investir. Mais là, ils disent, mais la seule chose qui me fait hésiter, c'est que tout le monde me dit que la bourse, c'est un gros casino, c'est risqué. Toi, tu réponds à quoi à cette personne-là qui se dit que la bourse, c'est trop risqué? Ben, moi, je dis, le plus grand risque, c'est de ne pas investir. Parce que si tu n'investis pas, ça veut dire que tu laisses de l'argent dormir. Et le principe de l'inflation fait que le coût de la vie augmente d'une année à l'autre, donc la valeur de notre argent baisse. Donc, si tu fais pas de déplacements qui surpassent le taux d'inflation, puis là, en ce moment, au Québec, on parle d'un taux d'inflation de 3%. Donc, si tes placements génèrent pas au moins 3%, ben, au final, ben, tu es en train de t'appauvrir, là. Donc, oui, la bourse peut être risquée à court terme, mais ne pas investir, c'est encore plus risqué selon moi parce que ben, tu fais en sorte que ton argent ben, perd systématiquement des revenus. Donc là, il faut trouver des véhicules. Après, c'est de choisir les véhicules en fonction de sa tolérance au risque. Donc, on n'est pas obligé, comme tu as dit tout à l'heure, d'être 100% action si on n'a pas ce profil-là d'investisseur. Mais on peut avoir 80, 60, 40% en action, avoir des obligations qui viennent sécuriser une partie du portefeuille. Donc, on peut avoir un portefeuille qui va être adapté à notre profil d'investisseur. Mais dans tous les cas, il faut avoir une portion de nos placements qui est investie parce que c'est ça qui va nous rapporter et qui va battre l'inflation à long terme, là. Donc, qui va nous permettre de maintenir la valeur de notre argent, mais aussi de générer des revenus et des rendements nets d'inflation qui sont positifs. OK, OK. L'autre question que j'ai pour toi, Youssef, c'est que, bon, peut-être, je ne sais pas si tu fais partie de ceux qui n'aiment pas ce terme-là, mais tu es un influenceur en finances personnelles. OK? Donc, je veux dire, tu es très visible et tu fais des bonnes choses pour influencer les gens positivement sur les plateformes web. Il y en a plusieurs autres. Tu en as mentionné quelques très connus, là, Pierre Mixune, mais il y a aussi ceux qui sont très influents, qui ont des followers, qui ont des personnes qui les suivent sur l'Internet. Il y en a beaucoup sur les médias sociaux qui prônent l'immobilier comme la seule vraie source de création de richesse. C'est quoi ton avis sur l'immobilier? C'est sûr, c'est une autre forme d'enrichissement. Donc, il y a la bourse, il y a l'immobilier, l'entrepreneuriat. Finalement, c'est les trois types de façons de s'enrichir, là, disons, au niveau des placements. L'immobilier, en fait, c'est que c'est une approche différente. Donc, c'est une approche beaucoup plus, je dirais, passive au niveau financier, dans le sens où tu mets un capital, tu as des locataires qui remboursent pour une partie, normalement, des frais. Tu espères que, justement, que l'immeuble se paye par lui-même et qu'à long terme, tu vas faire une plus-value sur l'augmentation de la valeur. Donc, c'est beaucoup plus passif, disons, au niveau financier, au niveau de l'approche. Par contre, c'est une gestion beaucoup plus active et que, Exact. justement, des fois, on ne met pas assez de l'avant parce que ben, tu gères des locataires, donc tu gères des êtres humains, tu gères un immeuble, donc il y a des rénovations, de l'entretien à faire. C'est pas tout le monde qui a ni le temps, ni l'envie, ni l'énergie de le faire. Donc, c'est une façon d'investir qui est différente de la bourse parce que la bourse, c'est une approche beaucoup plus active parce que c'est toi qui dois mettre de l'argent continuellement dans les différents véhicules. Donc, ça te demande de renflouer tes comptes de placement. Le capital de départ est nul, mais il faut que Tu le tu bâtis accumules. avec le temps. Ouais. Exactement. Alors que l'immobilier, tu as un capital de départ, mais après, normalement, les locataires, c'est eux qui, si on parle d'un immeuble locatif, évidemment, là, qui payent finalement pour... C'est grâce aux revenus, pardon, que l'immeuble se paye par lui-même, finalement. Assumant que l'immeuble n'est pas, comme Cash il flow dit, négatif. cash flow négatif. Ouais. Ce qui est le cas Parce de qu'avec... beaucoup d'immeubles à cause que ça a tellement Exactement. bien performé. Les loyers n'ont pas augmenté au même taux, là. Exactement. Ouais. Et les coûts, ben, on parle d'inflation, on a les taux d'intérêt aussi qui ont augmenté. Donc, ça fait en sorte que les dépenses, très souvent en ce moment, ben, dépassent les revenus. Donc, on est même obligé de contribuer un petit peu. Mais quand on fait de l'investissement boursier, ben, c'est 100% du capital et doit être mis par l'investisseur. Donc, ça prend beaucoup plus de temps que l'immobilier, parce que l'immobilier, ça donne un effet de levier que ne donne pas généralement la bourse si on est en mode épargne périodique. Par contre, la bourse, l'avantage, c'est que c'est une gestion beaucoup plus passive. Donc, parler de gestion plus active au niveau immobilier, ben, la bourse, j'investis puis je regarde pas, surtout si je veux pas faire du day trading Ouais. ou de l'achat d'actions individuelles. Moi, je regarde, puis plus mes rendements vont bien se porter. Ouais. Tu vois, donc c'est un peu ça. Fait que c'est deux approches, puis deux gestions qui peuvent être différentes. Ça dépend
qu'est-ce qu'on a envie de faire, quel domaine nous intéresse plus. Puis l'idéal, moi, je dirais, c'est d'être investi dans les deux. Donc, de faire de l'investissement boursier et pour diversifier, d'avoir un peu d'immobilier. Moi, c'est un peu vers ça que je suis. J'essaie de diversifier mes sources de revenus, l'entrepreneuriat, la bourse, l'immobilier. Exact. Comme ça, les trois formes. voilà. Donc, on ne dépend pas juste d'une seule source de revenus, puis on bâtit son capital avec les trois, là. En fait, c'est une très belle perspective. En fait, c'est le mot qui englobe le tout, c'est la diversification. C'est ce que tous les grands principes d'investissement prônent, de ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Et même l'investissement immobilier, pour quelqu'un qui ne veut pas s'en charger, ben, il existe des véhicules de placement boursier qui offrent l'exposition à l'immobilier. Donc, si ce qui nous intéresse, c'est juste le rendement immobilier, il y a des portefeuilles immobiliers qui sont offerts pour aller profiter de ça sans avoir à gérer des immeubles, des locataires, etc. Donc, on peut même avoir une gestion passive immobilier si jamais on veut. Ben, il y a des véhicules de placement boursier pour ça, là. Très bon point, d'un bon point. Écoute, Youssef, merci beaucoup pour ton temps et ta générosité à partager tous ces principes de finances personnelles et tes connaissances et ta façon de voir sur comment prendre en main ces finances personnelles. Si je te demande pour finir, quel conseil général, puis on en a touché plusieurs déjà, mais as-tu une leçon finale à tirer ou un conseil général pour les auditeurs pour qu'ils puissent transformer leurs finances en 2026, ça serait quoi? Ben, s'ils écoutent le podcast, c'est de continuer à l'écouter, donc de suivre Ruben tout au long de l'année. Je pense à le fait d'écouter régulièrement justement des podcasts, lire des livres, vraiment s'informer. Je pense que c'est vraiment le conseil numéro 1, c'est on reste au courant. Ça nous permet justement d'aller chercher des connaissances que peut-être on n'a pas accès parce qu'on n'est pas dans le domaine. Donc le fait d'écouter régulièrement des podcasts, c'est une action concrète qu'on fait et au final, avec le temps, ben, ça peut nous aider à améliorer nos finances. Puis justement, c'est de s'éduquer. Moi, j'ai appelé ça éduque-finance. Donc, en réalité, je prône beaucoup l'éducation financière parce que pour moi, avoir de meilleures connaissances, c'est que ça donne un pouvoir de décider puis de faire des choix intelligents. Si on est paresseux à s'éduquer financièrement, ben, malheureusement, on rate des opportunités et surtout, ben, on laisse les autres plus ou moins gérer notre argent à notre place. Plus on est éduqué, plus on s'assure justement que notre avenir financier est en de bonnes mains, là. C'est une bonne façon de finir l'épisode. On va justement mettre un lien de ta plateforme EducFinance dans les notes de l'épisode. Comme ça, si les gens veulent savoir plus sur toi et ce que tu fais, ben, ils pourront savoir où te trouver. Merci beaucoup, 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 Youssef, d'être venu sur le podcast L'Investisseur Transformé. Merci, Ruben. Et à tous les auditeurs, auditrices, je vous remercie aussi pour votre écoute et on se voit dans le prochain épisode du podcast. À la prochaine. Vous venez d'écouter L'Investisseur transformé, animé par Ruben Antoine. Veuillez visiter le site web tma-invest.com pour vous abonner au balado, demander une copie gratuite du livre L'Investisseur transformé et pour en savoir plus sur la façon dont notre firme aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Merci. Les investissements et stratégies financières doivent être évalués en fonction de vos objectifs personnels. Les auditeurs doivent alors effectuer leurs propres recherches et consulter un conseiller dans le domaine avant de prendre des décisions sur leur placement et finances personnelles avec les informations fournies dans ce balado.